Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, ravi vraiment de vous accueillir également sur le plateau de Maritima TV pour un nouveau numéro de la revue. Et nous allons nous arrêter ce soir sur une très belle initiative. Cela fait 17 ans que ça dure maintenant. Une ONG qui fait transiter des containers remplis de matériel vers le Sénégal. Elle s'appelle Plus au Sud et à l'origine, à son initiative, un Martégal. Francis Martineau, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous accueillir parce que d'abord, vous avez des souvenirs plein la tête, vous avez des anecdotes à nous raconter, mais surtout une ONG, une organisation non gouvernementale, c'est comme cela qu'on dit, à nous présenter. Plus au Sud. Elle est née comment, cette ONG? Quel était le vecteur premier qui vous a incité à la montée? Alors, le fruit du hasard, on va dire, la prise de conscience. J'étais au Sénégal invité par un ami dans un village qui s'appelle Marsassoum, qui est plutôt une grande ville maintenant. Je vais rencontrer des gens de notre village qui s'appelle Diem Diem, et ils m'ont invité à venir voir leur village à l'époque. Et il y avait à peu près une journée de marche dans la brousse sur du sable, enfin des alluvions très difficiles par 50 degrés. Enfin, je le ferai peut-être plus aujourd'hui. Oui. Et voilà, ils m'ont présenté un projet, enfin une ruine. Ils m'ont dit voilà, on aimerait bien faire un centre de santé de ce bâtiment qui était vraiment une ruine. Mais pourquoi sont-ils venus vous chercher? Parce qu'on était là et voilà, ils m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose pour eux. Et c'est là où j'ai créé l'ONG Plus au Sud, en fait, de retour, mais par la prise de conscience, parce que quand je suis retourné à Marsassoum 2 jours après, j'avais laissé un enfant qui avait la fièvre et qui était malade, et les 2 jours après, je suis revenu, c'était le jour de Noël, il était toujours malade, et on l'a rapatrié d'urgence sur l'hôpital de Ziguinchor, parce qu'à Marsassoum, il y avait un centre de santé, mais il n'y avait pas de médicaments, et il est décédé dans la nuit. Donc là, je me suis dit de retour, faut vraiment aider ces gens à monter leur santé. Il faut faire quelque chose pour les aider. C'est comme ça qu'est née l'ONG Plus au Sud. Est-ce que c'est facile à mettre sur pied une ONG comme celle-ci, avec à la fois les responsabilités locales, avec à la fois les pouvoirs publics sénégalais, avec à la fois peut-être les institutions, les administratifs en France, les statuts à déposer? Est-ce que c'est compliqué? C'est un chemin de croix? Au départ, j'avais vu quelques amis, dont certains sont toujours membres du conseil d'administration depuis l'origine. Ici, c'est pas très compliqué. On a déposé des statuts, enfin, on a demandé des subventions, on a recherché un petit peu des partenaires privés pour nous aider, notamment la société Cogex de Fos-sur-Mer qui nous aide beaucoup et qui est toujours notre partenaire privilégié. Et après, le plus difficile, c'était de convaincre les autorités sénégalaises de dédouaner tout le matériel qu'on amène en conteneur, parce que il y a tellement de trafic, tellement de revente de matériel là-bas, et de détournement, ils se méfient. Donc c'était le plus compliqué. Il faut montrer patte blanche, en fait, c'est ce que vous nous dites. Ah oui, mais autre que patte blanche. Moi, je suis resté des journées entières dans les ministères en attendant qu'un ministre me reçoive. On m'a même sorti une fois, en prenant le fauteuil, on m'a mis dehors avec le fauteuil. Le lendemain, j'étais à nouveau là, au début, quoi. Mais pour obtenir un tampon, une validation? Pour obtenir un entretien, pour présenter l'association, l'ONG, donc, et puis faire part de notre honnêteté et qu'on apprenne à nous connaître, quoi. Pour quelle raison? Vous n'étiez pas crédible? Ou alors est-ce que simplement les autorités locales sont réfractaires à ce type d'initiative? Ou alors est-ce que les gens n'ont pas le temps de s'occuper de ce genre de choses? Ils sont réfractaires par rapport, au trafic qui se passe. Oui. Il y a des conteneurs qui sont faits pour des trafics. Donc il fallait les convaincre que nous, on n'était pas là pour trafiquer, qu'on n'était pas là pour arroser non plus, pas pour de vin. Donc nous, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Hein, donc, mais qu'il me fallait mes signatures. Donc il fallait passer par le ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ministère des Finances, les choses se sont normalisées. Jusqu'à la présidence de la République. Et ça c'est monté au plus haut? Ah ben oui, jusqu'à la présidence de la République. Donc à l'époque, c'était à Boudiouf. J'ai dû recommencer la même démarche quand il y a eu avec Abdoulaye Wade au départ. Alors là, ça a été très compliqué parce qu'on appelait ça le SOPIP. Personne ne voulait signer quoi que ce soit puisque tout le monde était un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, entre la porte et le fauteuil. Oui. Donc ça a été très long au début du mandat de Wade pour obtenir les autorisations, les exonérations et être crédible. Et tout ça, c'est normalisé au fil du temps? Tout ça, c'est normalisé. Aujourd'hui, même, on va dire, j'ai été contacté
en me disant, bon, le président Macky Sall, c'est ce que vous faites depuis 1996, il aimerait vous rencontrer. Et puis, il veut créer une association d'aide aux femmes au Sénégal et il voudrait bien que l'ONG Plus au Sud et son président soient parrain d'honneur. Alors, vous nous l'avez un peu décrite, cette situation, dans votre récit. Donc, j'espère que maintenant, c'est normalisé. Ça va être encore mieux. Je vous le souhaite, mais alors, ma question suivante, c'était, et vous nous l'avez un peu décrite, cette situation dans vos propos. Sur place, est-ce qu'il y a véritablement urgence ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, alors que le Sénégal est l'un des pays, je ne vais pas dire l'un des pays les plus riches, mais les moins pauvres de l'Afrique ? Il y a énormément de choses à faire. Je veux dire, moi j'ai vu le pays transgresser sous le gouvernement Ouad, malheureusement. Je veux dire, donc Macky Sall s'est donné pour objectif le social et l'aide en priorité. Et donc, je pense qu'il va essayer de développer. À Dakar, vous avez des quartiers qui sont inondés qui sont inondés à la saison des pluies, et puis les gens vivent dans des marécages carrément. Donc, vous savez que là-bas, il y a le paludisme qui fait des ravages en fait. Nous, au village, même à Diem Diem, les 3/4 des décès, on va dire, c'est par le palud, que ce soit hommes, femmes ou enfants. Voilà. Donc, le gros problème de l'Afrique aujourd'hui, en dehors d'une maladie, on va dire, sexuelle, c'est le palu. Je pense qu'on meurt énormément plus de palu que d'autres choses en Afrique aujourd'hui. La situation politique, on fait un petit aparté là-dessus, c'est stabilisé, le pays est sûr désormais ? C'est un gouvernement de coalition qui est à l'heure actuelle. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver ? Oui, je pense, oui. Oui, puisque en fait... Alors, parlons de Diem Diem, ce fameux village. Perdu dans les terres, enfin perdu à une journée de marche, perdu dans les terres du Sénégal. Quelle est la situation sur place là aussi ? Le prochain projet pour vous, c'est la construction d'un poste de santé dans ce village. Alors c'est une très grande entreprise, mais est-ce que ça prend forme ? Le poste de santé est construit depuis 17 ans quand même. Oui. Donc là, on est à ce moment en train de le rénover. Puisque, la rénovation d'un poste de santé. Le matériel qui a été amené et les bâtiments principaux datent de 1998. Oui. Et là, il faut absolument... Mais d'un poste de santé digne de ce nom, c'est là où je voulais en venir. Oui, avec des médicaments toute l'année, un infirmier qui est là aussi permanent toute l'année, et puis reconnu par le ministère de la Santé du Sénégal, qui dote aussi le centre de santé. Et qui donne sa validation. Oui, tout à fait. Il dépend de l'hôpital de Sédhiou. Comment avez-vous été accueilli dans ce village la première fois ? Et comment êtes-vous désormais accueilli, ou comment vous êtes-vous familiarisé avec les personnes qui vivent sur place ? Écoutez, de 98 à 2012, nous sommes en 2012. Oui, 14 ans. La population du village a augmenté de façon considérable et les habitants du village appellent tous ces enfants qui sont nés au centre de santé, puisque quand même le centre de santé a permis de baisser la mortalité infantile de 90%. On les appelle la génération plus au sud, la génération Martino. Oui. Et quand on arrive à Diem Diem, qui que ce soit de plus au sud, on chante Martino, Martino, Diem Diem connaît Martino. Voilà, c'est tous des Martinos. Voilà. Vous finirez chef du village. Je suis adjoint chef coutumier. Depuis 98. Mais l'histoire et l'image de cet enfant décédé lors de votre premier voyage ne vous a jamais quitté ? Elle vous hante toujours ? L'image de cet enfant ? Vous êtes ému. Mais c'est ce qui vous pousse au quotidien ? C'est votre moteur ? Oui. Oui. Il vous donne cette énergie ? Oui. Comment peut-on vous aider, Francis Martineau, participer à ce projet ? Vous savez ce que c'est, le nerf de la guerre ? Oui. Oui. Donc, c'est la meilleure aide qu'on puisse apporter à une ONG comme la nôtre, puisque nous sommes aidés par le Conseil général, par la ville de Martigues énormément, par des partenaires privés, le Crédit Mutuel et d'autres. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Bon, là, vous êtes référencé, si on tape sur un moteur de recherche, on tape plus au sud, et on a toutes les informations nécessaires. Absolument, on a un site sur le Conseil général, un site sur la ville de Martigues, un site propre à l'ONG Plus au Sud. Vous tapez Plus au Sud sur Google et vous tombez dessus. Alors, moi j'aimerais qu'on discute, parce que c'est devenu l'une de vos spécialités, ou en tout cas l'une de vos passions. J'aimerais qu'on discute de l'Afrique, pour les quelques minutes qui nous restent encore, qui n'est toujours pas au centre des préoccupations mondiales, et ce, génération après génération. Alors c'est un constat, certains s'en réjouissent ou s'en complaisent de cette situation, d'autres s'en révoltent, mais le fait est que les choses n'avancent pas beaucoup ou peu
Est-ce que le principal problème de l'Afrique, c'est qu'elle ne croit pas elle-même en elle, finalement, et en ses multiples ressources? C'est une analyse tout à fait personnelle. Je pense que les ressources sont toujours exploitées par d'autres. Oui. Et que la mentalité de ces autres n'a pas beaucoup changé, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, la première fois que j'ai été reçu par la communauté française au Sénégal, on m'a demandé pourquoi je faisais des conteneurs et surtout pourquoi je donnais le matériel, qu'on ne comprenait pas. On ne pouvait pas comprendre une initiative comme celle-ci? Du tout. Les gens qui étaient là-bas et qui sont toujours là-bas, pour certains, ils étaient là pour faire du business. Oui, parce qu'elle était dénuée d'intérêt financier, c'est pour ça qu'on ne la comprenait pas? Tout à fait, tout à fait. C'était philanthropique, c'est comme bien sûr. Voilà. Donc on ne comprenait pas que je puisse emmener un conteneur, du matériel, pour donner gratuitement, sans contrepartie à un village, que je m'emmerde la vie à faire toutes ces démarches dans les ministères, je vous dis, jusqu'à la présidence, et que voilà, pour on va dire la beauté du geste. Donc le business a pris le pas sur l'émancipation? Toujours. Et c'est le principal drame de l'Afrique? C'est le drame de l'Afrique, toujours. Mais n'est-elle pas n'a-t-elle pas abandonné ses propres moyens de production aux autres, et c'est ce qui la pénalise? Ben oui, mais quand je sais pas, vous voyez que par exemple Diem Diem, quand on est arrivé, ne produisait que de l'arachide pour vendre donc au monopole d'État, puisque c'est le monopole d'État, ils n'ont pas le droit de le vendre à une société privée ou autre. D'accord. Que ce monopole d'État, on lui dit, c'est nous-mêmes ici en France, notamment, qu'on fixe les prix toujours à la baisse, et que vous voyez que les gens de Diem Diem, par exemple, ont moins d'€1 par jour pour vivre, et que la vie au Sénégal est aussi chère qu'ici. Je veux dire, le Sénégal, c'est pas un pays bon marché. L'essence est aussi chère qu'ici, les produits de première nécessité, l'huile, le sucre. Ça pourrait être une ville européenne, Dakar, par exemple? Ah oui, complètement, oui, tout à fait. En termes de niveau de vie? En termes de coût de la vie? Du coût de la vie, oui, tout à fait, oui. Pas du coût de la vie, pas du niveau de vie, mais du coût de la vie. Bien sûr, du coût de la vie, oui. D'accord. Ah oui, c'est une ville européenne. Et les gens, mais je vous dis, un revenu moyen, un instituteur, il fait quoi, 120 € par mois? Alors que, je vous dis, la vie est très chère. Donc les gens vivent en autarcie. Diem Diem, on produit du riz. Maintenant, on produit du maraîchage, donc des tomates et des salades, des oignons, choses qu'ils ne savaient pas produire. Bien sûr. Qu'ils ne savaient plus produire, parce qu'ils en étaient restés à la monoculture. Mais qui participent désormais à leur émancipation. Et qui participent très très bien à leur émancipation, je veux dire, et à une meilleure nutrition. Est-ce que l'on vit désormais dans ce village plutôt qu'on ne survit? Alors on vit parce qu'il y a des gens qui travaillent à Dakar. C'est une grosse communauté de Diem Diem qui travaille à Dakar. D'accord. C'est situé à combien de kilomètres pour qu'on soit parfaitement complet? Dakar, écoutez, 1 kilomètre entre 3 et 500 exactement. Voilà. Ouais. Loin, il faut 12 heures de route si vous voulez aller de Dakar à Diem Diem. Voilà, Diem Diem est en Casamance, entre Bignona et la frontière gambienne, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà. Donc ce village vit désormais? Ce village arrive à vivre et surtout à se nourrir correctement, parce qu'il y a eu des cas de famine au Sénégal, sous Wade. Les gens ne faisaient plus de repas par jour. S'ils arrivaient à en faire un, c'était le gros. Le bout du monde. Le bout du monde. Moi, j'ai vu des trucs terribles à Dakar. J'ai vu un enfant manger le vomi d'un caniveau. Quelle horreur. Oui, des scènes qui marquent à vie, évidemment. Alors, au-delà de la rénovation de ce centre de santé, il nous reste une petite minute, Francis Martineau. Vos autres projets avec cette ONG, ou vos projets annexes, j'allais dire, ou que vous menez en parallèle avec cette ONG? On s'occupe, on se centralise surtout sur Diem Diem, parce que les moyens ne sont pas énormes, malgré qu'on ait des subventions. Donc je crois qu'il faut mieux se polariser sur un projet ou deux. Après, au coup par coup, on aide des personnes sur place pour des opérations, des opérations de santé, des choses comme ça. Le gros travail à l'heure actuelle, c'est de remettre en état le centre de santé. C'est votre principale mission. Oui. Il nous reste à vous remercier, d'abord de votre engagement. Puissiez-vous aider encore longtemps ce village et qu'il puisse vous le rendre de son côté au centuple.
De toute façon, c'est une expérience personnelle très enrichissante et très émouvante également. Merci d'avoir témoigné sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Bon courage. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Plus au sud, c'est le nom de l'ONG. Vous tapez sur un moteur de recherche et vous allez forcément trouver tous les renseignements nécessaires. Si vous voulez participer, aidez simplement vous renseigner sur son action. Merci de nous avoir suivis sur le plateau de Maritima dans la revue ce soir. Et à très vite. Salut.